Je m'appelle Chloé, j'ai 31 ans, et je suis une architecte d'intérieur de renom qui a bâti sa carrière sur la Côte d'Azur, à Cannes. Dès l'adolescence, je me suis lancé à corps perdu dans cet univers dont j'avais toujours rêvé, travaillant sans relâche jusqu'à fonder mon propre cabinet de design. Aujourd'hui, je crée des espaces pour l'élite du sud de la France et mon entreprise est en pleine expansion. Ma réussite s'incarne dans ma résidence secondaire, un superbe duplex dominant la Croisette, un espace minimaliste d'un blanc pur, orné d'œuvres d'art et de mobilier chiné aux quatre coins du monde. Un refuge qui m'apportait une inspiration infinie. Mais je ne comptais pas m'arrêter là car mon ambition suivante était de m'implanter à Paris, dans le Triangle d'Or près de l'avenue Montaigne. L'ouverture d'un nouveau studio et d'une galerie représentait un investissement colossal exigeant un capital important. J'ai donc pris une décision pragmatique, louer mon appartement de Cannes pour utiliser les revenus locatifs afin de financer ce projet parisien. Une fois le plan établi, j'ai agi rapidement en demandant d'abord à Stéphane, le gestionnaire immobilier en qui j'avais toute confiance, de me trouver le locataire idéal. Puis j'ai chargé mon avocat de rédiger un contrat de bail irréprochable anticipant chaque risque possible pour protéger mes droits de propriétaire, car ma devise a toujours été qu'en affaires, tout repose sur les documents et les contrats. Pour garantir que la propriété soit impeccable, j'ai rénové les intérieurs et installé un système de sécurité de pointe, et quelques semaines plus tard, le duplex brillait comme une suite d'hôtels de luxe, me rendant certaine qu'il était prêt. Il ne restait plus qu'à trouver le bon locataire et à ce stade, je n'avais pas l'ombre d'un doute, ignorant totalement que la personne qui allait saccager mon refuge était bien plus proche de moi que je ne le pensais. Mes parents vivaient paisiblement dans l'arrière-pays provençal, un couple de la classe moyenne qui ne saisissait pas vraiment l'ampleur de mes affaires. Un week-end, je leur ai rendu visite pour leur parler de mon projet de louer l'appartement de Cannes afin de financer mon expansion à Paris. Maman, papa, j'ai décidé d'ouvrir un nouveau studio à Paris, alors je vais mettre mon logement de Cannes en location pendant un certain temps, ai-je commencé. Mon père a plissé les yeux avec fierté en disant que c'était incroyable et qu'il était fier de moi, mais ma mère a légèrement froncé les sourcils en demandant si ce n'était pas dangereux de louer une si belle maison à des inconnus. Je l'ai rassuré en expliquant que je passais par une agence de gestion et que mon avocat gérait tout dans les règles, et c'est à ce moment précis, comme si elle attendait son signal, que ma sœur Aurélie est entrée avec ses 3 enfants, ayant visiblement écouté derrière la porte. Chloé Lousson. Appartement, a-t-elle demandé d'un ton faussement surpris pendant que les enfants transformaient instantanément le salon en champ de bataille, sautant sur le canapé et réclamant des gâteaux. Quand j'ai confirmé sèchement que c'était pour les affaires, le visage d'Aurélie s'est éclairé comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Oh, parfait, alors tu peux nous le louer à nous. Ces paroles étaient si désinvoltes que j'ai mis un instant à réaliser ce qu'elle venait de dire. Elle a poursuivi en disant que leur appartement était devenu trop petit avec les enfants qui grandissent et que mon duplex était situé dans un secteur avec d'excellentes écoles, ce qui serait parfait pour leur éducation. Ses yeux pétillants d'excitation car dans son esprit, l'histoire était déjà écrite, elle et sa famille vivraient gratuitement dans le luxueux appartement de sa petite sœur pendant que ses enfants fréquenteraient les meilleurs établissements. Je l'ai ramené à la réalité fermement. Aurélie, c'est du business, le loyer fait partie de mon plan d'investissement. Les yeux d'Aurélie se sont agrandis de façon spectaculaire. Un loyer? Tu vas vraiment nous demander un loyer? Sa voix a résonné dans la pièce, figeant même les enfants un instant. Ma mère a immédiatement pris son parti. Chloé, comment peux-tu dire ça? Aurélie est ta seule sœur, regarde-la avec tous ses enfants, tu pourrais au moins l'aider un peu. J'ai répondu avec une froideur inattendue que c'était ma propriété et mon entreprise, pas une œuvre de charité. Mon père a tenté de calmer le jeu mais Aurélie, une fois lancée, était inarrêtable, posant ses mains sur ses hanches et me fixant comme une héroïne.
Défendant la justice, Chloé, tu ne comprends rien, tu n'as aucune idée de la difficulté d'élever 3 enfants pour une famille normale. Tu ne penses qu'à l'argent, tu n'as jamais eu à te soucier des factures de course ou de scolarité. Comme nous. Ces paroles étaient si injustes qu'elles m'ont presque fait rire. Car elle n'avait aucune idée du travail acharné et des risques que j'avais pris pour bâtir ma vie, et elle ne voulait pas le savoir. À ses yeux, je n'étais que la petite sœur chanceuse qui gagnait de l'argent facilement. Sa voix est devenue hystérique, tu vis seul dans ton appartement chic, tu fais le métier que tu aimes, tu gagnes des tonnes d'argent, qu'est-ce qu'il y a de mal à aider un peu ta famille? Et maintenant tu veux faire payer ta propre sœur? Tu es tellement avide, Chloé, tu n'as pas de cœur. J'ai répété le mot « avide » lentement. Sentant le sang me monter à la tête, non plus en colère mais sidéré par l'absurdité de la situation. Ma mère a enfoncé le clou en disant que j'étais en position d'aider et que c'était ça la famille. Je me suis levé calmement, déclarant que la conversation était terminée et que ma décision était prise. Mais le cri perçant d'Aurélie m'a frappé dans le dos, ne te détourne pas de moi, espèce de petite ingrate. Ce conseil de famille n'avait été qu'une agression inutile. Quelques jours plus tard, Stéphane de l'agence immobilière m'a appelé pour m'annoncer une excellente nouvelle, un couple de médecins avec des références impeccables adoraient mon design et voulaient visiter. C'était exactement ce que j'espérais, des locataires responsables et solvables. Le rendez-vous a été fixé au vendredi après-midi à 14 h. J'ai retrouvé Stéphane et les époux Morel dans le hall de l'immeuble. Le docteur Morel était un homme raffiné et son épouse dégageait une grande intelligence. Dès la poignée de main, j'ai su qu'ils étaient parfaits. En montant dans l'ascenseur privé, Stéphane expliquait les systèmes de sécurité sophistiqués pendant que je précisais que cette résidence comptait beaucoup pour moi car elle représentait mes débuts. Devant la porte, j'ai posé mon doigt sur la serrure biométrique, un petit clic a retenti et j'ai ouvert la porte avec assurance en les invitant à entrer, mais mes mots se sont figés. Ce qui s'étalait devant moi n'était plus l'espace serein que j'avais créé. La table basse en verre d'Italie était poussée dans un coin, ensevelie sous une boîte de céréales à moitié vide et une brique de lait. Le canapé en cuir blanc était recouvert d'une couverture criarda. L'effigie de dessins animés, et le sol était jonché de jouets en plastique, colorés comme des mines antipersonnelles. Au milieu de tout cela se tenait Aurélie, en jogging, serrant un paquet de chips, regardant un dessin animé bruyant à la télé, tandis que la petite dernière gribouillait au feutre sur l'un de mes livres d'art de collection. J'ai entendu Stéphane retenir son soufflet. Les Morel sont restés pétrifiés. Stéphane a demandé ce qui se passait et Aurélie a fini par nous remarquer sans une once de culpabilité, paraissant presque agacée. « Oh, Chloé, tu aurais dû prévenir avant de passer. » À cet instant, quelque chose a craqué en moi. J'ai demandé d'une voix tremblante de rage ce qu'elle faisait là. Elle a gobé une chips et a répondu naturellement que maman lui avait donné un double des clés la veille et qu'il s'était installé puisque j'allais leur louer. Ma mère avait pris la clé de secours laissée pour les urgences sans ma permission. Dans la cuisine, les 2 autres enfants sont apparus, les mains barbouillées de chocolat, l'un d'eux traînant mon précieux coussin en cachemire sur le sol. Madame Morel a alors pris la parole d'une voix glaciale pour dire qu'ils allaient s'en aller. J'ai tenté de les retenir mais le docteur Morel m'a adressé un regard de refus poli mais définitif. Ils sont partis rapidement, laissant mes locataires idéaux témoins du pire moment de ma vie. Stéphane, blême, s'est excusé et a fui vers ses bureaux. Le silence qui a suivi n'a fait qu'amplifier ma colère. Je me suis tourné vers Aurélie et je lui ai ordonné de sortir avec ses enfants immédiatement. Elle a ricané, posant la télécommande. « Non, maman a dit que c'était bon, c'est chez nous maintenant. Si ça ne te plaît pas, pourquoi n'appelles-tu pas la police? Vas-y, si tu en es capable. » Ce sourire triomphant a été le déclic final.
Un calme étrange m'a envahi, une résolution glaciale remplaçant ma colère. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu viens de dire? De contacter la police? Elle croyait. Encore que je bluffais, persuadé que je ne dénoncerais jamais ma propre famille. J'ai ignoré ses provocations et j'ai composé le 17. Le sourire d'Aurélie s'est éteint net. Elle s'est précipitée vers moi, paniquée, mais je n'ai pas bougé. Quand l'opérateur a répondu, j'ai déclaré clairement qu'il y avait une violation de domicile dans mon appartement à Cannes par plusieurs personnes refusant de partir. Pendant que l'opérateur notait mes informations, Aurélie tentait de m'attraper le bras, mais je l'ai repoussée. Elle a commencé à supplier, sa voix tremblante remplaçant son ton assuré, tandis que les enfants se mettaient à pleurer. J'ai précisé que j'attendrais les agents dans le hall. J'ai raccroché. J'ai regardé ma sœur et je lui ai dit que ce n'était plus une affaire de famille mais une affaire judiciaire. Je suis parti, laissant derrière moi les cris des enfants et les hurlements d'Aurélie. Dans le hall, mes mains tremblaient un peu mais je n'avais aucun regret. 10 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés. J'ai présenté ma pièce d'identité et les copies numériques de mes titres de propriété. Le brigadier-chef Jackson a hoché la tête et nous sommes montés. Dans le couloir, on entendait Aurélie hurler au téléphone, sûrement en train d'appeler notre mère. J'ai ouvert la porte et le désordre était intact. En voyant les uniformes, Aurélie est restée pétrifiée. « Tu as vraiment fait ça ?» Le brigadier lui a expliqué calmement qu'elle était en situation de violation de domicile et qu'elle devait quitter les lieux immédiatement. À ces mots, Aurélie a semblé s'effondrer mentalement, se jetant soudainement vers moi en hurlant que c'était ma faute et que je gâchais sa vie. Un des policiers l'a interceptée. Elle a commencé à se débattre violemment, traitant les agents de monstres, ce qui n'a fait qu'aggraver son cas. En quelques secondes, elle a été maîtrisée et menottée pour violation de domicile et outrage à agent. Elle criait, pleurait, insultait et suppliait tout à la fois. Dans une confusion totale pendant que ses 3 enfants, horrifiés, assistaient à la scène. Je regardais en silence, sans aucune pitié, certaine que c'était inévitable. Mon téléphone a sonné, affichant « Maman ». J'ai mis le haut-parleur. La voix paniquée de ma mère a rempli la pièce, me demandant ce que j'avais fait. J'ai répondu froidement que j'avais simplement fait ce qu'Aurélie m'avait suggéré. J'ai ajouté que cela ne serait jamais arrivé si elle n'avait pas donné les clés sans mon autorisation. Ma mère m'a reproché d'abandonner ma sœur, mais j'ai répliqué qu'Aurélie avait 38 ans, qu'elle était mère de 3 enfants et responsable de ses actes, et que par sa complaisance, ma mère l'avait transformée en criminelle. J'ai déclaré qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds dans ma vie ou ma propriété, et que le petit jeu familial était terminé. J'ai raccroché, donné le numéro de mes parents aux policiers pour qu'ils viennent chercher les enfants, et Aurélie a été emmenée. Une fois seule avec les petits, je me suis agenouillé pour les rassurer doucement, car ils n'étaient pas responsables de la folie de leur mère. 30 minutes plus tard, mes parents sont arrivés, livides. Ma mère s'est précipitée vers les enfants tandis que mon père me fixait avec un mélange de colère et de peur, me demandant ce que j'avais fait. J'ai répondu que j'avais protégé mon bien selon la loi. Quand il a invoqué le lien du sang, je l'ai coupé en lui demandant s'il s'était un jour soucié de mes sacrifices. J'ai dit qu'Aurélie était devenue ainsi parce qu'il l'avait toujours protégée des conséquences de ses actes. Ma mère m'a lancé que je n'étais plus leur fille, des mots qui auraient dû me blesser mais qui m'ont apporté un immense soulagement, comme si une chaîne venait de se briser. Ils sont partis avec les enfants et le silence est enfin revenu. J'ai contemplé le chaos, les jouets, les taches de chocolat, les emballages de bonbons, tout cela ressemblait au reste d'une maladie enfin purgée. Dès le lendemain, j'ai fait changer toutes les serrures et j'ai jeté absolument tout ce qui leur appartenait
dans des sacs poubelles. Stéphane, le gestionnaire, m'a rappelé, mortifié. Je lui ai dit que je comprenais s'il voulait arrêter de travailler avec moi, mais il a refusé, admirant mon sang-froid et me promettant de trouver les locataires. Parfait. Une semaine plus tard, je m'envolais pour Paris afin de finaliser le bail de mon futur studio près des Champs-Élysées, ayant assez de capital pour avancer seul, prouvant que je n'avais besoin de personne. Quelques semaines après, Stéphane m'a annoncé avoir trouvé un couple de cadres français travaillant dans la technologie qui proposait de payer 2 ans de loyer d'avance. Ma vie à Paris a pris son rythme, entre succès professionnel et liberté retrouvée. 6 mois plus tard, ma tante Brigitte, qui vivait en Italie et que je respectais énormément pour son indépendance, m'a appelé. Après quelques nouvelles, elle a évoqué Aurélie. Ma sœur avait échappé à la prison. Ferme grâce à l'absence d'antécédents et ses enfants, mais sa réputation était détruite. La famille s'était éloignée en apprenant la vérité sur son égoïsme. Son propre propriétaire avait refusé de renouveler son bail et même mes parents, soucieux des apparences, ne la couvraient plus autant. Ils avaient fini par emménager dans un petit appartement vétuste en périphérie de Marseille. Brigitte m'a dit que j'avais eu raison de ne pas sacrifier ma vie pour une famille toxique. Ce sont les mots que j'avais attendus toute ma vie. Aujourd'hui, mon duplex de Cannes n'est plus un sanctuaire, c'est juste un élément de mon patrimoine. Mon véritable refuge est en moi, un espace que personne ne peut envahir, car le sang ne suffit pas à faire une famille.